présidente du syndicat des orthoptistes, le SNAO, orthoptiste libérale et maman de 3 enfants. Voici l'interview de Mélanie Ordines. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vision d'expert. Une fois n'est pas coutume, nous allons nous intéresser à l'orthopsie avec la vision de Mélanie. Nous allons largement aborder la cotation AMY8.5 et la toute nouvelle primo-prescription. Elle nous donnera sa vision de l'avenir de son métier. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder l'interview tournée il y a quelques jours et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Mélanie Ordines, bonjour. On se tutoie dans la vie, donc on va faire la même chose aujourd'hui. Comme d'habitude, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît, pour la communauté qui ne te connaîtrait pas encore. Bonjour Sébastien. Alors, je suis Mélanie Ordines, je suis orthoptiste. Je suis présidente du syndicat national autonome des orthoptistes depuis un petit peu plus de 2 ans, ou 2 ans, je ne sais plus. C'est à peu près ça. Et je suis membre du conseil d'administration depuis plusieurs années. Je suis orthoptiste à Marseille, dans le 12e arrondissement. J'ai été diplômée à Marseille aussi. Et donc, libérale depuis à peu près 15 ans et en ayant fait des postes de salarié en centre mutualiste, en institut d'éducation sensorielle, et je suis aussi depuis 7 ans vacataire à la faculté de Marseille où j'enseigne plusieurs UE. D'accord, alors beaucoup d'activités, une vie professionnelle riche et variée. Voilà. Alors déjà, première thématique qu'on va aborder, c'est évidemment l'obtention de la primo-prescription pour les orthoptistes. Déjà, félicitations, hein, puisque j'imagine que ça doit venir aussi d'un acte militant. Et justement, j'aurais voulu savoir, est-ce que ce type de réforme viennent avant tout des orthoptistes du syndicat et ailleurs qui ont milité pour obtenir cette chose-là, ou est-ce que ça vous est plus ou moins glissé par l'État, par la CNAM? Comment ça se passe? Alors, j'ai appris ça hein, en politique, on ne sait jamais vraiment comment une idée sort plus du lot que des autres, mais en tout cas, il faut toujours mettre les idées quelque part, et donc ça, c'est le travail du SNAO. Ça fait des années qu'on le signale, et puis il faut savoir que les membres, les députés ou les sénateurs, les membres des affaires sociales sont souvent médecins ou sont directement en lien avec les médecins, donc savent très bien ce qui se passe sur le terrain. Donc nous, on le demandait. Et depuis plusieurs années, ils se rendaient compte que ça fonctionnait puisque ça existait, l'orthoptiste était en préconsultation. Donc à un moment, quand il y a eu des grands débats sur comment faire sur la filière visuelle, finalement, les idées qu'on avait proposées depuis plusieurs années ont émergé à différents endroits et ça a été proposé pas par la CNAM à la base, mais par le ministère de la Santé, D'accord, donc ok. la Direction générale de l'offre de soins, la DGOS et la DSS. D'accord, super. C'est bien de connaître un peu mieux comme ça les rouages du système. Donc du coup, félicitations à nouveau. On sait que maintenant c'est un petit peu encadré, voire très encadré, hein, puisqu'on est sur du 16-42 avec des amétropies assez faibles, etc. Est-ce que tu penses il peut y avoir une évolution, une ouverture, ou alors pour l'instant on regarde et puis on avisera? Alors, contrairement à ce que beaucoup pensent, on a été très contents en fait hein, de l'encadrement parce que c'était une des demandes lors des négociations, qu'elle soit alors que quand c'était une négociation avec l'Assemblée nationale, quand vraiment ça passait au PLFSS, on voulait que ça soit médicalement encadré. On ne voulait pas que ça soit ouvert à tous, on ne voulait pas que parce que tout simplement, on a toujours cette idée de soignant et aller prendre quelqu'un qui peut faire pendant 15-20 ans un soin chez un orthoptiste et qui abandonne la porte de l'ophtalmologie, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc, l'idée, c'était qu'aujourd'hui, on savait qu'il y avait des millions de Français qui accédaient plus aux soins visuels à cause de la difficulté d'aller voir l'ophtalmo. Et on savait, suite à des recherches, des analyses de comportement des patients, des choses comme ça, qu'ils avaient une facilité à aller chez l'orthoptiste et que l'orthoptiste avait les capacités de dire aller ou pas, aller voir plus ou moins en urgence l'ophtalmo ou s'il pouvait repartir avec une paire de lunettes, vu ses antécédents. Donc, le 16 à 42, c'était aussi parce qu'on a des protocoles un peu, toujours un peu compliqués à comprendre pour tout le monde. Donc, il fallait qu'on reste sur les mêmes âges que le renouvellement. Et après, la liste de contre-indications, pareil, on nous a souvent dit, ah, mais elle est infaisable et tout, mais non, en fait, elle est juste là pour écrire quelque chose qui est complètement normal. Quand vous regardez la liste des contre-indications, ce que je disais il n'y a pas longtemps encore, quelqu'un qui est en chimiothérapie et qui a 25 ans, 35 ans et qui n'a pas vu d'ophtalmologue, je ne veux pas de toute façon le recevoir pour lui faire une paire de lunettes. Je veux qu'il aille voir un ophtalmo. Donc,
cette loi aura permis qu'il aille voir un professionnel du soin de la filière visuelle. OK, l'orthoptiste est là et va l'aiguiller, lui dire non, maintenant, c'est la prochaine étape, c'est l'ophtalmo. Donc, nous, cette liste, ou dans tous les cas, le patient est déjà suivi par l'ophtalmo, ou il viendra chez nous et par chance, il sera vu par un ophtalmo après parce que s'il n'est pas, c'est compliqué. D'accord. Très bien, très clair. Hem, j'ai je sais que les orthoptistes sont, a priori autour de 6 000 en France. Tu confirmes ce chiffre? Ouais, 5400. 9 400, très bien. Hem, j'ai autour de moi donc des orthoptistes que je côtoie régulièrement qui me disent que leurs délais sont plutôt longs, hein, pour de la rééducation principalement. Est-ce qu'il y a déjà des orthoptistes qui vont pouvoir accueillir des patients? On voit que les ophtalmos ont énormément réduit leurs délais. Est-ce que finalement le délai pour aller voir une orthoptiste sera pas, au final aussi long que le délai pour aller voir un ophtalmo? Alors, deux choses. La première, c'est qu'on est 510 diplômés par an. Donc, Mmh, c'est beaucoup par rapport à ce qu'on était avant, hein. Moi, je vois, on était 8 il y a 15 ans dans ma promo, maintenant ils sont 30. Donc, ça fait beaucoup. On a du matériel qui s'est vraiment amélioré. Donc, on va beaucoup plus vite sur beaucoup d'actes, et tout en étant en gardant de la qualité. Et à partir de là, c'est vrai que moi, aujourd'hui, je peux avoir une liste d'attente, même à Marseille, pour une prise en charge, une rééducation un mercredi à 14 heures. Parce que chez l'enfant qui a beaucoup de prise en charge, d'accord. Par contre, s'ils veulent venir un matin à 10h45, je peux leur trouver un rendez-vous assez rapidement. Donc le 16-42 est quand même un patient qui, pour un soin comme ça, peut isoler, venir chez nous. Là, quand on a des listes d'attente pour la rééducation, c'est un créneau qu'il faut trouver pendant 6 à 8 à 15 semaines. Donc, ce n'est pas la même type d'organisation. Donc, on aura toujours une capacité à recevoir les patients. Après, il y a une deuxième chose aussi, c'est que l'organisation territoriale est en train de se faire. Il y a des organisations d'accès pour que les dernières années puissent aller faire des stages en libéral, pour qu'il y ait de la prise en charge. On travaille beaucoup avec les étudiants sur ça, pour qu'on les soutienne financièrement quand ils doivent aller à un endroit un peu plus isolé, mais on les soutient aussi on essaye d'organiser avec les universités pour qu'il y ait plus de réseaux, et que l'orthoptiste qui est en dernière année à Paris, qui à force connaît plus ou moins son secteur de Paris parce qu'elle a fait ses stages, elle connaît, mais qu'elle n'ait pas peur de retourner là où elle était à la base, ses origines, dans un département peut-être plus isolé, pour aller faire un stage en libéral, parce qu'on sait que c'est le dernier stage ouvert qui amène souvent à une association, une collaboration ou même un remplacement, et donc ça va permettre aussi aux jeunes de partir. Après, les étudiants avaient fait une étude, ils étaient plus de 70% à vouloir s'installer dans les zones, ce qu'ils appellent déserts médicaux. Alors, totalement, on était à 55%, je crois, et de temps en temps, c'est-à-dire qu'ils font un peu comme ça existe, donc rester dans un endroit un petit peu plus et partir 2 jours par semaine dans un endroit, ou un jour par semaine, un endroit plus isolé, avec une organisation à plusieurs. Donc, c'est plutôt positif sur les délais, l'organisation de l'avenir. d'accord, super. Tu l'as dit, les effectifs des promos, d'orthoptistes ont énormément évolué, hein, depuis que moi j'ai commencé en ophtalmo il y a 8 ans, on avait énormément de mal à en trouver. Maintenant, on sait que alors même si parallèlement les ophtalmos, sont de plus en plus, dotés d'assistantes, donc d'orthoptistes, ces 2 chiffres, augmentent en parallèle. Ne penses-tu pas qu'au bout d'un moment, il va y avoir peut-être une surpopulation, au niveau des orthoptistes? Et si oui, à quel délai? Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus? Alors, les études, elles sont difficilement faites parce que c'est un peu la guerre des chiffres. Donc là, on est en train de travailler avec Carto Santé pour mieux localiser les gens, l'âge, l'installation, les distances. Donc, c'est vraiment un outil qui va être très intéressant pour actualiser un peu les chiffres. Après, le surplus, euh, eh bien, c'est difficile à imaginer une surconsommation, en fait, quoi, une profession qui stagne ou qui aurait du mal à travailler. Premièrement, parce qu'on a quand même encore beaucoup d'ophtalmos qui disent qu'ils ont du mal à trouver des orthoptistes. Donc, ça veut dire que plus il y en a, plus elles vont pouvoir travailler. Sur la partie libérale,
il y a quand même une évolution de la population. On a de plus en plus d'enfants qui sont pour des troubles des apprentissages, de plus en plus d'enfants avec des troubles neurodéveloppementaux. Ce sont des prises en charge plus longues. Ce qui fait que plus on est nombreux et plus ça s'équilibre, plus on a la chance de pouvoir prendre en charge ces patients-là. Après, on a la partie des personnes âgées avec les besoins d'autonomie. Donc ça, c'est pareil. Plus on va être nombreux, plus ces personnes vont avoir accès à des orthoptistes et vont être plus autonomes. Donc, il y a une demande qui va augmenter en même temps que le nombre d'orthoptistes. La seule chose qui m'inquiète, c'est tout ce qui est la partie hospitalier et médico-social, parce que même si le gouvernement signale qu'il a fait des gros efforts avec le Ségur, ça reste beaucoup trop faible pour des personnes travaillant dans ce genre de système. Et aujourd'hui, ça n'attire plus. Donc, ça, c'est la seule chose qui m'inquiète pour les patients sur le futur. Mais ce n'est pas propre à l'orthopsie, c'est propre à toutes les professions du soin. C'est ça, parce que maintenant, on le voit, hein, il y a forcément eu tout ce qui est rare et cher. Donc, du coup, il y a forcément eu une augmentation très importante des salaires des orthoptistes, hein, donc de la grille en fait de départ. Alors, selon les zones, évidemment, on sait que maintenant à Paris, une orthoptiste peut trouver assez facilement un salaire à 4 500 net sans problème pour 35 heures. Et donc, forcément, qui aurait envie d'aller travailler à l'hôpital pour moins de moitié moins? Alors après, ces salaires-là, on le sait, sont été des salaires qui ont été possibles grâce aux fraudes. D'accord. C'est aujourd'hui, quand on voit l'explosion des chiffres d'AMY, donc notre acte, notre clé, on voit bien qu'il y a des endroits où les centres de santé se sont mis à faire plus de 90% des actes AMY avec une ou deux orthoptistes dans le centre. C'est pas à moi de raconter tout ce qu'on sait maintenant avec les médias sur le cumul des actes, des choses comme ça. Alors, c'est sûr que quand vous avez un orthoptiste aujourd'hui et qui n'est pas toujours au courant, parce qu'on s'est rendu compte quand on a diffusé les informations sur les CPS, sur la responsabilité pénale aussi de ce genre de choses, d'utiliser son numéro et ainsi de suite, les gens ne sont pas au courant parce que derrière, ils ne sont pas informés par les bonnes personnes, je pense. Souvent, quand on lit les contrats, ils sont un peu... quand on a 25 ans, qu'on sort de l'université, c'est pas ce genre de choses qu'on se dit. On voit un grand centre, on voit des ophtalmos travailler, on voit des infirmiers travailler, on se dit qu'on peut y aller. Donc, je me dis, voilà, aujourd'hui, plus l'information passe, plus ils vont être contrôlés, plus aujourd'hui, ça va être compliqué, je pense, d'aller sur des salaires pareils. Donc, l'orthopsie gagne bien, je ne dis pas le contraire, mais travaille beaucoup. En libéral, on travaille quand même énormément. En plus, on a des frais de matériel qui augmentent, donc on n'est pas contre une négociation. Quand on va rentrer en négociation, on n'est pas contre qu'ils augmentent un peu certains de nos actes historiques. Mais après, en salarié, voilà, c'est ce que j'explique aujourd'hui. 4 500 €, ça veut dire que c'est minimum 9 000 € hein, parce qu'avec les charges sociales, il faut réfléchir à ça. Et puis, il ne faut pas déstructurer non plus hein, l'organisation. Un métier où on gagne 5 000 €, c'est justement un métier qui peut attirer voilà, des professionnels là-dedans et déstructurer un peu le cœur du métier, du soin, pour finalement aller... faire des actes qui sont un peu à la chaîne sans utiliser notre expertise. Donc, on essaye d'éduquer de plus en plus et les étudiants et les jeunes diplômés, mais aussi des orthoptistes qui étaient là depuis longtemps et qui se disent, bon, pourquoi pas, ça y est, j'ai fait mon tour, pourquoi pas, je vais travailler là. Ce qu'on remarque par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un turnover monstrueux dans ces centres. Donc, certes, ils gagnent 4 500 €, mais il ne dépense pas 4 500 € sur 12 mois pour un orthoptiste parce qu'il le fait 1 ou 2 mois, il y a le préavis et après, les gens s'en vont. Donc, je pense qu'il faut qu'on se laisse un peu de temps entre la fraude et l'interdiction de cumul des actes pour voir comment ça va se passer. Mais c'est pareil, entre la sécurité sociale et nous, on ne s'inquiète pas trop. On pense que ça va... Ils vont chercher des nouveaux systèmes, mais je pense que ça va se réguler entre l'information et les actions. D'accord. Tu le disais, le coût du matériel augmente. Pour pouvoir réaliser une réfraction et donc du coup se servir de cette nouvelle règle, hein,
la possibilité de réaliser des réfractions pour les patients de 16 à 42 ans, il va falloir à minima être équipé d'un autoref, d'un fronto et éventuellement d'un réfracteur. Ça a un coût, on va dire, entre 50 et 70 000 euros. Est-ce que les orthoptistes libérales ont les moyens et souhaitent, en tout cas, selon les retours de terrain que tu peux avoir, souhaitent vraiment investir dans ces matériels-là pour réaliser réellement ce type d'acte? Alors, moi, c'est une réponse purement personnelle parce que quand je suis à la faculté pour les mémoires et la responsable pédagogique de Marseille a une petite habitude, c'est assez sympa. Elle demande aux anciens étudiants de se filmer dans leur cabinet et montrer à quel point tout ça. Et on est, nous, les petits vieux orthoptistes, hein, on est là déjà depuis 15 ans, 20 ans. Et puis on fait, oh, mon Dieu, les cabinets modernes qu'ils ont, mais c'est incroyable, ils ont tout. En fait, je pense que c'est sûr qu'il y a une augmentation de la rémunération, une augmentation de la patientèle, une augmentation un peu de tout, et puis une façon de gérer aussi son activité. Les gens sont mieux formés à la gestion d'un cabinet libéral, à la comptabilité. Donc maintenant, ça leur fait pas du tout peur de faire des prêts plus longs et plus gros pour être bien équipés et augmenter leur activité. Donc, j'ai aucun doute sur les futurs orthoptistes et les jeunes orthoptistes parce qu'ils sont tous équipés. Et de toute façon, c'est la base. Après, je pense que dans certaines régions, quand il va y avoir une certaine demande, en effet, c'est sûr qu'ils vont s'équiper et ça va rouler. Mais dans notre activité au quotidien, ça reste quand même un confort quand on a, bon, le fronton, on l'a pratiquement tous. Un réfracto, ça fait quand même 10 ans qu'on s'équipe tous facilement, donc on l'a. C'est la tête de ref qui souvent est en plus. Donc ça, c'est pas non plus un coût nouveau monstrueux qui va arriver sur les prochaines années. Mais je pense après qu'il y aura des choix. Moi, je suis à Marseille, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'ophtalmo dans mon secteur. Je n'ai pas de tête de ref parce que je me suis spécialisée un petit peu plus dans une partie neuro. Donc, j'ai un ice tracker qui fait 20 000 euros. C'est des choix. Et je pense qu'après, comme en ophtalmologie, comme dans tout métier qui augmente au niveau des décrets des compétences et des capacités, il y a une facilité à plus s'équiper dans un certain domaine parce qu'on apprécie et que c'est quelque chose qu'on propose que d'autres. Donc, je ne pense pas qu'il y ait si, dans des cabinets multiples, mais je n'ai aucun doute sur l'investissement. Les orthoptistes sont des acheteurs compulsifs, je crois. D'accord, très bien. On va revenir à ton profil. Toi, tu es donc orthoptiste à la base, libéral, installé à Marseille, mais tu as également pas mal d'autres casquettes, comme tu l'as dit, et notamment président du SNOF. Ce rôle-là Quel Sanao, pas encore du SNOF. pardon, autant pour moi. Thierry Bourg ne sera pas C'est d'accord. ça. Et donc, du coup, comment tu arrives à lier toutes ces activités-là sans trop prendre, j'imagine, sur ton activité professionnelle qui finalement te fait vivre? Alors, dans tous les cas, c'est empathie. J'ai beaucoup de chance d'avoir des collaboratrices derrière moi qui me soutiennent. Par contre, c'est une obligation, je suis obligée de continuer à travailler. C'est-à-dire que je ne peux pas être présidente d'un syndicat si j'arrête mon activité en libéral ou mon activité d'orthoptiste parce que on considère que l'absence de pratique fait qu'on devient un peu hors sol et on n'est plus là-dedans. Donc, c'est pour ça que mes multicasquettes sont quand même un avantage et où, dans ces cas-là, c'est mon bureau qui va représenter mon bureau, mon conseil d'administration, les différentes fonctions d'orthoptiste pour qu'on puisse avoir une vision pratique de l'action. Moi, aujourd'hui, je travaille essentiellement, c'est sûr que ça ne peut que jouer sur mon activité professionnelle, hein, parce que les anciens discours, et je crois qu'on est tous d'accord avec ça, c'est qu'avant le Covid, on avait une facilité à s'organiser. Depuis le Covid, les réunions sont devenues multiples, ça n'arrête jamais. Les visios, et bizarrement, c'est pas toujours en visio. Il y a de plus en plus de gens qui demandent des temps en tête à tête, et c'est du jour au lendemain ou c'est pour la semaine d'après. Donc, avoir un cabinet plein et annuler toutes les semaines une journée, 2 journées, c'est pas possible, sachant que moi, je suis à Marseille, donc mon train de 5h20, j'arrive du matin, j'arrive à 8h40 à Paris, et puis je repars à 19h30, j'arrive à minuit chez moi. C'est ma journée, tous mes jeudis pratiquement, c'est à peu près comme ça. Après, des fois, je reste plus longtemps. Donc, mon activité libérale en pâtit. C'est pour ça que j'ai pris des collaborateurs pour travailler, et ce qui fait que je travaille en fait essentiellement domicile maintenant.
Parce que mes patients déficients visuels, les neuros ou les personnes âgées ou dans les EHPAD ou les centres, ils sont au courant. Je les mets au courant de mon planning un peu bizarre et je m'engage à leur trouver toujours un créneau dans la semaine, mais il n'est pas aussi fixe. Sinon, je ne pourrais pas. Et d'ailleurs, mes anciens collègues et certains membres du bureau et du conseil d'administration en pâtissent pas cette possibilité d'avoir autant de flexibilité que moi. Et donc, c'est très compliqué. Et après, je travaille au cabinet les samedis pour compenser. Voilà. Sachant que j'ai 3 jeunes enfants et qui sont aussi, ils demandent beaucoup de temps. D'accord, OK. Super, merci pour ça. On va revenir sur l'AMY 8.5, hein, qui est donc quand même une mesure phare, hein, qui a été, ça a été créé il y a quoi? Il y a 2 ans à peu près? Oh là là! La première fois où ils ont quoi? L'acte AMY5, il est plus vieux parce qu'il est avec le renouvellement, donc il est un peu plus vieux. C'était même avant le renouvellement, c'était l'acuité visuelle. Après, on l'a utilisé pour le renouvellement et maintenant, on peut l'utiliser pour l'acuité visuelle, la réfraction, le renouvellement et le bilan visuel. C'est ça. Il me semble que le budget qui était prévu au départ par la CNAM, c'était autour de 400 000 euros. Et dès la première année, ils ont fait quelque chose comme 4 millions. À quoi c'est dû? Alors, on le sait un petit peu, hein, forcément, hein, la gruge de certains centres. Mais ce qui m'étonne, moi, c'est que lorsqu'on voit une dérive de ce type, alors certes, on voit que les autorités commencent à frapper fort sur ce centre-là, mais j'ai comme l'impression que le budget de 400 000 était vraiment… Alors, soit il a été très, très, très sous-estimé, et dans ces cas-là, bon, ben, ils se rendent compte que ce sera beaucoup plus haut. Mais moi, je me dis que quand on se trompe d'autant, au bout d'un moment, on doit trouver une solution pour le réduire. Ou alors, est-ce que désormais, c'est acquis que le budget est ce qu'il est et que il va devoir continuer à évoluer? Non, 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 il a été sous-estimé sûrement comme toujours quand quelque chose évolue, mais avec l'idée que ce n'était pas une telle faute, c'est que l'acuité visuelle, la réfraction, elle fait partie du bilan orthoptique et elle fait partie de la consultation d'ACS et de beaucoup d'actes ophtalmologiques. Donc, ils n'avaient pas considéré qu'ils allaient faire du cumul. Aujourd'hui, c'est pour ça que ça a posé problème et que ça a été augmenté, parce que la sécurité sociale a payé 2 fois un acte. Quand ils avaient calculé que les ophtalmos faisaient des CS plus autre chose, là-dedans, il y avait l'acuité visuelle, la réfraction. Donc ils n'avaient pas compté qu'ils allaient coter aussi un AMY 8.5. Donc, ce cumul a été quand même dénoncé et interdit en 2019, mais ce moratoire n'a pas été appliqué. Les gens se sont dit, on verra bien, et parce que c'est critiquable en France, la justice, la lenteur des services, le manque de moyens de l'administration. Il y en a beaucoup qui se sont dit, on va pouvoir continuer à le faire. Ils ont continué à le faire jusqu'à ce qu'en fait, on ne change sur la NGAP, ce qui a été très compliqué parce que je vous avoue que je n'ai pas accueilli ça. Bien sûr, ça prend l'enveloppe des orthoptistes à fond. Quand je vais aller négocier, qu'on va me dire, mais vous nous coûtez déjà tant, on ne vous donne plus rien. Donc, c'est compliqué. Mais je n'ai pas trop aimé cette façon. Ils le savent, je leur ai assez dit. Parce que, comme tu le dis, ils ont du mal à être actifs. Ils se font avoir souvent par des groupes de grand banditisme de haut vol qui ont des moyens d'aller gruger bien avant nous et ils sont beaucoup plus rapides. Et nous, c'est toujours avec une certaine lenteur. Et j'ai moins apprécié qu'on aille taper sur la NGAP, donc notre NGAP, notre nomenclature, pour contrer quelque chose. J'avais un peu l'impression qu'au système français, on est allé voir la victime à qui on a dit il faut changer votre façon de faire parce que il y a des méchants. Donc, ça a été des discussions un peu houleuses parce que eux, ils le voyaient pas comme ça. Mais, et surtout, ça a aussi mis le doigt sur, certes, des financements qui ont explosé, mais ça a mis le doigt sur quelque chose qui fonctionnait d'un côté. C'est-à-dire que cette AMY, alors peut-être qu'il y a eu trop d'abus, mais il y a quelque chose peut-être à réfléchir sur cette préconsultation. C'est-à-dire que on ne peut pas non plus imaginer qu'avoir un orthoptiste, ça quadruple 5 à 6 fois la consultation parce qu'il y a des frais derrière. Donc, l'ophtalmo ne va pas gagner 6 fois ce qu'il gagne parce qu'il a pris un orthoptiste. Il y a beaucoup de frais, il faut doubler le matériel, il faut payer. Mais avoir un orthoptiste, ça lui permet de voir plus de patients. Donc, cette organisation était intéressante. Donc, d'interdire complètement le cumul, ça à réfléchir quand même sur une prochaine avenir, comment les protocoles peuvent s'organiser pour qu'il y ait quand même une reconnaissance aussi financière du travail que l'orthoptiste fait pour aider la filière visuelle, même en salarié, quoi.
Et oui, parce que ce qui s'est passé, c'est vrai que s'ils sont basés sur une CS, en fait, très, très peu d'ophtalmos désormais codent de la CS et codent principalement des actes techniques en CCM et viennent ajouter à côté de ça une réfraction, ce qui réglementairement parlant est logique. Sauf que ben, ça n'a pas été ce qui a été prévu. En tout cas, merci pour ta vision très intéressante. Justement, on en parlait, le métier d'orthoptiste, lorsqu'on sort des études, ben, il y a une grande branche actuellement, vraiment une grosse dichotomie entre orthoptiste libéral qui va principalement axer sa pratique sur de la rééducation, et puis une orthoptiste salariée qui, elle, va plutôt faire de la réfraction. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai vu fonctionner ensemble des ophtalmos et des orthoptistes, mais non pas salariés avec ce lien hiérarchique et cette exclusivité que de faire la réfraction, parce que la difficulté d'une orthoptiste qui fait de la réfraction, c'est que ça peut être rébarbatif, surtout quand on en fait 40, 50 par jour. Et donc, du coup, moi, j'ai vu un système fonctionner qui me semble être intéressant et j'aimerais avoir ton avis là-dessus, sur le fait que certaines orthoptistes libérales, et ça existe déjà en France, dans pas mal de centres, hein, les orthoptistes libérales interviennent un jour ou deux en réfraction auprès d'un ophtalmo et donc, du coup, qu'il n'y a pas ce lien de salariat. Qu'est-ce que tu penses de ce phénomène-là? Est-ce que tu penses que ça peut se développer? Quels sont les biais? Alors, le travail, cette organisation, moi, je l'ai connue, hein. J'étais orthoptiste indépendante avec ma propre consultation dans un centre mutualiste. Et puis, je faisais les champs visuels et quelques bilans avant qu'ils aillent voir les ophtalmos. Quand il y a eu l'interdiction du cumul en 2019, les quelques patients que je ne voyais pas pour les champs visuels, ne pouvant plus venir le jour même, et que c'était des personnes un peu handicapées, ont arrêté de venir. Et donc, l'organisation a été malmenée. Mais donc, j'ai toujours été libérale et pseudo-salarié libéral là-bas, parce que j'étais quand même payée à l'acte. Et donc, ça, moi, ça m'a toujours plu, parce que je avais aussi cette indépendance. Mes patients pouvaient venir à l'extérieur, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, on a une majorité, pas encore une majorité, mais presque un tiers. On a un tiers libéral, un tiers salarié et beaucoup de mixtes. Je ne sais plus trop les chiffres, mais on a beaucoup d'orthoptistes qui travaillent entre le libéral et le salarié. C'est un calcul à faire aussi, parce qu'on ne peut pas travailler trop peu en libéral, parce que sinon, vous payez beaucoup trop de charges pour rien. Mais ça s'organise. Il y en a de plus en plus qui font ça pour changer un peu pas faire de la réfraction toute la journée. Alors ça, je reviens juste sur la chose. Moi, ma vision des choses, c'est que si on prend un orthoptiste pour faire de la préconsultation, il faut que l'expertise d'orthoptie soit là. Et faire de la réfraction pour faire de la réfraction, ça n'a aucun intérêt. Aujourd'hui, il faut que les ophtalmos décident peut-être de temps en temps d'avoir réaliser la chance qu'ils ont d'avoir un orthoptiste en préconsultation, c'est peut-être prendre un tout petit peu moins de patients, mais les prendre beaucoup mieux, c'est-à-dire un bon interrogatoire avec une réfraction, avec un petit dépistage des troubles de la vision binoculaire, c'est-à-dire rien qu'avec l'interrogatoire. Ah oui, vous étiez hypermétrope de +1, ah, vous êtes myope de -1 en 2 ans. On va peut-être pas faire des lunettes, on va organiser, faire un bilan orthoptique. Et là, où on le fait au sein du cabinet, ou on l'envoie en libéral. Donc, il y a deux problèmes aujourd'hui. C'est qu'on sait pertinemment que quand on fait des bilans en cabinet d'ophtalmologie où il n'y a pas assez de matériel, parce que ça coûte de l'argent et qu'il faut pouvoir te faire des choses, les cabinets ne sont pas toujours très bien équipés quand on fait de la préconsultation et des bilans orthoptiques, c'est différent. Et puis, il y a ce côté temps. On est salarié aujourd'hui, et à part en libéral, mais un ophtalmo va difficilement accepter que l'orthoptiste passe 30 minutes pour 39 €, vu qu'elle va gagner 20 quelques euros pour 5 minutes. Donc, c'est pour ça que c'est souvent plus intéressant de l'envoyer en libéral pour avoir un bilan complet. À côté de ça, je sais que ça pose problème par rapport au travail, à l'exercice coordonné. C'est que de temps en temps, les ophtalmos ont l'impression de perdre la main, l'information, et ainsi de suite, quand ils envoient en libéral. Ça, je pense que ça va s'améliorer avec le dossier médical partagé, les CPTS, les MSP et toute l'évolution sur le travail coordonné. Ça, c'est ma première vision. La deuxième chose, c'est que je suis présidente d'un syndicat où je siège à l'UNAPL, donc à l'Union nationale des professions libérales. Je siège à l'UNPS. Je sais, aujourd'hui, on a des réglementations et on se retrouve face à des réunions économie, finance, légalité, où c'est pas le libéral dans un cabinet d'ophtalmo n'est pas ce qu'on nous propose comme possibilité juridique. Parce qu'on nous explique que la définition du libéral, c'est être propre avec une plaque à l'extérieur, que n'importe quel patient extérieur d'un cabinet d'ophtalmologie peut venir vous voir, qu'il a les capacités de vous trouver par Internet, par les pages jaunes quand ça existait,
par la plaque dans la rue, par Doctolib ou Maya ou tous les autres qui existent, et qu'aujourd'hui, vous avez plusieurs prescripteurs, surtout pas un ou deux essentiels, que vous n'avez pas les mêmes horaires types, que vous ne fermez pas à chaque fois que le cabinet, parce que ça montre que vous êtes indépendant. Donc, c'est vrai qu'on a aujourd'hui, c'est difficile en tant que président de syndicat de dire que ça pourrait être une solution, parce que pour nous, c'est dénoncé comme du salariat déguisé. Voilà, parce qu'au lieu de prendre un salarié et de le faire la même chose en tant que salarié, on le prend en libéral. L'orthoptiste en libéral c'est plus facile, elle remplit son système en libéral. Bon, elle est censée déclarer avoir 2 CFE, 2 CPS, c'est quand même compliqué en libéral. Et l'ophtalmo, finalement, n'a plus besoin de s'encaisser, ne fait plus de feuilles de soins, fait ça truc. Donc, il y a une certaine indépendance, mais c'est une indépendance qui n'est pas officielle pour nous. Donc, voilà pourquoi je serai toujours un petit peu mitigé sur le sujet. Ouais, mais pourtant, je suis d'accord qu'il y a quelque chose, tout en faisant attention, parce que pour protéger mes collègues orthoptistes dans la région, on a eu quand même beaucoup trop de fois, et moi, je le subis des fois aujourd'hui, où finalement, il y a des orthoptistes qui travaillent avec l'ophtalmo, il y a toujours eu des patients qui venaient nous voir au cabinet, et puis là, maintenant, ils font vite fait un dépistage, ou alors ils disent, et puis il faut faire de la rééducation, on se retrouve avec des ordonnances de rééducation orthoptique, on n'a aucun compte-rendu parce qu'ils n'ont pas le temps de le faire, on n'a aucune information, et en plus, on ne peut plus coter un bilan. Donc, et c'est nous qui devons faire toute la paperasse sur la demande d'accord préalable. Et donc, c'est ce côté-là où, dans tous les cas, si ça évolue sur ce genre de choses, il va falloir quand même que tout le monde s'entende et travaille correctement pour pas qu'il y ait des pertes des deux côtés, quoi. D'accord, donc encore pas mal de travail pour le syndicat de gestion de toutes ces petites choses. Super. Dernière question, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à un ou une orthoptiste qui souhaiterait s'installer? Voilà, qu'est-ce que tu lui conseilles, qu'est-ce que tu lui déconseilles? Alors, première chose, il ne faut pas avoir peur. Tout orthoptiste qui sort de la formation, je lui dis la première chose, n'ayez pas peur. Je ne peux pas dire que je ne suis pas fière de représenter un métier qui aujourd'hui, moi, pour la petite histoire, mon frère, il était sorti de major de sa promo à l'université informatique, et il était au chômage, et j'étais en fac de droit, et j'ai dit non, je veux apprendre un métier où je ne connais pas la crise. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir me dire que je suis allée vers une formation où on ne connaît pas la crise, on a de la chance d'être bien rémunéré et de trouver du travail n'importe où. Donc déjà, ne pas avoir peur d'aller s'installer à un endroit où il n'y a pas d'ophtalmologue, où il n'y a pas de médecin généraliste, où il n'y a pas de pédiatre, parce qu'en fait, vous apportez du soin, mais là où vous allez vous installer, il y a des patients. Donc, dans tous les cas, avec l'évolution et le travail coordonné, ça va se réguler. Il ne faut pas avoir peur de toujours se réunir. Il ne faut pas aussi avoir peur, voilà, de s'équiper et de se former, parce que la formation continue, elle est obligatoire. Donc, il faut avoir peur de rien. Moi, j'ai ouvert plusieurs cabinets parce que j'ai un peu changé. Et la campagne, parce que je suis allée à la campagne, c'est formidable. Je reviens à Marseille parce que j'étais obligée pour ma vie personnelle, professionnelle. Je suis revenue dans une grande ville, et je peux vous assurer qu'être dans les zones rurales et dans des déserts médicaux, c'est incroyable. C'est pas des plannings surchargés, tout ça, qui est le plus négatif. C'est déjà, les gens sont tellement contents qu'on leur apporte le soin, donc sont hyper sympas. Et puis, c'est une autre façon, et on voit des pathologies, des soins, et l'échange avec les autres professionnels de santé est beaucoup plus intense. Et donc, je peux vous dire qu'il ne faut pas avoir peur. Et là, je volerai pour les derniers mots, je volerai les mots de Maria Plaza qu'elle a dit lors d'une interview qu'elle avait fait au SNAO. C'est ne pas avoir peur de son expertise et ne pas avoir honte de ce qu'on sait faire, parce qu'elle avait très bien dit. Elle avait vu finalement ce côté où on a toujours signalé qu'on était assistant d'eux ou aide d'eux ou orthoptiste que sous prescription et ainsi de suite. On s'est toujours dit qu'il fallait des gens pour nous expliquer ce qu'on devait faire et notre expertise. Mais en fait, l'expertise, on l'a. Et donc, il faut prendre conscience et confiance de tout ça et se lancer. Et tous ceux que je revois 10 années après, ils sont très contents de ça. Voilà. Super. Merci Mélanie pour ces jolis mots. J'espère que ça aura donné envie à des gens de faire orthoptiste, parce que je crois qu'en effet, c'est un métier d'avenir, même s'il a déjà bien évolué. Il y a encore plein de choses qui vont se passer, et je pense que c'est un métier passionnant. Bravo Mélanie. Merci beaucoup, Encore, Sébastien. et je te dis à très bientôt. À bientôt, Sébastien. Au revoir.
Voilà, je vous retrouve pour la conclusion de cet épisode de Vision d'Expert. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Ça a été un plaisir d'échanger avec Mélanie sur sa vision de l'orthopsie et de la complémentarité du binôme ortho-ophta. Mon objectif étant de vous apporter toujours plus de valeur. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez apprécié et ce que vous aimeriez que j'améliore. Voilà, merci d'avoir regardé ce numéro jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.